Osons la justice. La justice est d'abord et avant tout une valeur, un idéal moral qui recherche l'égalité et l'équité entre les individus dans une société. C'est ce qui fait que même si on l'appréhende au sens de l'activité de juger, consistant à appliquer des règles et des lois pour résoudre des conflits et sanctionner des comportements répréhensibles, il doit subsister la perception d'une justice juste. En effet, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être perçue effectivement comme étant rendue, suivant l'adage bien connu de la common law. Et la primauté du droit en est le pilier fondamental. En effet, l'état de droit est un principe fondamental dans lequel tous les individus, institutions et entités, y compris l'État lui-même, sont responsables devant la loi qui doit être publiquement promulguée, appliquée de manière égale et administrée de manière indépendante. Il en découle que le pouvoir politique lui-même soit soumis au droit et que ce dernier soit appliqué de manière juste et équitable pour tous. On ne peut donc pas envisager d'état de droit sans une justice juste, chargée de protéger la primauté du droit. La Constitution et la justice constitutionnelle sont de ce point de vue le dernier rempart de l'état de droit et des droits fondamentaux, bref, de la justice au sens moral et éthique. La perception d'une justice juste pèse donc sur ce juge constitutionnel plus que toute autre juridiction. Cette perception tire aussi son fondement dans le fait que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Il faudra donc bien que ce peuple se reconnaisse dans cette justice qui est censée être rendue en son nom. Pour prendre un cas concret, le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer sur la notion de pluralité d'investiture. Plus concrètement, le Conseil électoral voudrait-il nous dire que le candidat Maurice Kamto a présenté plusieurs lettres d'investiture du même parti, ou bien que le parti qu'il a présenté a investi plusieurs candidats? Si l'on retient la dernière question, contrairement à ce que l'on prétend, ça et là, et à la lumière de la position même du Conseil électoral, dans les cas du RDPC et de Univers, il faut déduire que le Conseil électoral a examiné les différentes lettres d'investiture en concurrence et en a conclu qu'elles étaient toutes valables et toutes signées par un représentant légal du Manidem. Car si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que si aucune investiture n'était légale ou irrégulière, on parlerait plutôt d'absence d'investiture ou à la limite d'investiture irrégulière, et ce pour les deux dossiers. Donc pour Elekam, l'investiture du sieur Yepga serait fondée. Sa lettre d'investiture serait donc régulière et légitime. Elle est donc aussi légitime que celle signée par le représentant légal du Manidem, que Elekam lui-même connaît, au point de l'inviter aux concertations préélectorales ex-qualité de président du dit parti. Et comment le même Elekam fait alors pour savoir que celui qui a signé la lettre d'investiture de Léon Teller Onana n'est pas compétent et de conclure dans son cas à une absence d'investiture, alors que ce même Elekam a reçu son dossier au point de nous informer qu'il était candidat du RDPC dans la liste des 83. C'est-à-dire que moi-même là, je peux déposer mon dossier et signer moi-même ma propre lettre d'investiture au nom du RDPC ou du PCRN, et aussi une lettre au nom du MINAT qui dit que c'est moi le président de ce parti, et on doit juste accepter, au même titre que celle déposée pour le compte de M. Billard ou de M. Liby, et donc conclure à la pluralité d'investiture. Mes lettres ainsi produites seraient-elles opposables en droit? Elles seraient opposables à qui en fait? Surtout alors même si tout ça intervenait après que le corps électoral fut déjà convoqué. Dès lors, au regard de ce qui précède, la pluralité d'investiture est juste une impossibilité juridique.
avec toutes les conséquences qui en découlent. Mais on voit des esprits mal tournés, ergoter, voire espérer une confirmation de l'imposture et de la fumisterie du Conseil électoral par le juge constitutionnel sous le couvert de divers prétextes, les uns plus curieux que les autres. Et c'est ici qu'intervient la citoyenneté face à l'exigence de justice. La justice pour le citoyen est à la fois un droit, au sens de droit subjectif ou de prérogative, mais aussi un devoir. Si la justice doit être perçue comme juste, c'est précisément parce que le citoyen est le garant ultime de la justesse de cette justice, au-delà même des aspects techniques du droit. Et si le citoyen ricane ou regarde ailleurs lorsque l'injustice frappe, il creuse en réalité le tombeau pour enterrer sa propre liberté et renonce par le fait même à obtenir justice pour lui-même quand ce sera son tour. Et ce n'est qu'une question de temps avant que son tour n'arrive. Autant le rendu d'une justice conforme au droit, à défaut d'être juste, est un impératif catégorique, autant la défense citoyenne de la justice et le rejet inconditionnel de toute injustice est une question de survie existentielle. Le devoir de justice n'est pas une faveur, c'est précisément un devoir impérieux. Osons donc la justice.